Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Les nouveaux rythmes scolaires inquiètent parents d'élèves et enseignants. Ils dénoncent un manque de communication et craignent des difficultés dès la rentrée. Nous en parlerons avec Tahia Chengtian, présidente de la FAPEP. Les élections législatives approchent à grands pas et les candidats du Tabini Huiratira comme du Amuitatou sont tous les jours au front, comme Tematei Lugai, candidat dans la première circonscription, et Meriana Redarbelo, candidate dans la troisième circonscription. Elle est notre invitée ce soir. Tailler, kayak, grappling ou encore basketball, ce sera le menu de notre édition sportive de ce soir avec notre spécialiste, Oriano Tefo. Mais nous ouvrons ce journal avec cette triste information. Une jeune femme a été tuée dans son sommeil par la chute d'un arbre à Rikitea. L'arbre dont la souche était endommagée est tombé hier vers 21h50 sur un couple qui dormait à la Belle Étoile. La jeune femme de 22 ans est décédée, mais son compagnon ne serait pas blessé. Les nouveaux horaires des écoles étaient attendus par les familles et enseignants du premier degré. Entre interrogation et colère, ils dénoncent un manque d'informations préalables et des décisions pas à la hauteur des enjeux. Un reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. Après des mois de consultation sur les rythmes scolaires, le ministère de l'Éducation a dévoilé par communiqué les choix définitifs pour chaque commune. Pour Hitirere, présidente d'une association de parents d'élèves de Tairapu-Est, il y a eu tromperie, notamment sur les activités périscolaires, dont la responsabilité avait d'abord été allouée aux communes. J'ai concerté les maires de la commune, je leur ai demandé, ils m'ont dit non, la commune ne fournira rien. Ça va être sous la responsabilité des parents. C'est le mot exact qu'on m'a sorti. Et ces parents-là, ils vont faire comment ? Toi, aujourd'hui, ça te coûte combien la garderie ? 44 000. 44 000 ma garderie. Pour cette mère d'un enfant en CM2, le vote lui a même été refusé. Tous ceux qui changent d'établissement, qui iront au collège, on n'a pas le droit de voter. C'est ce qu'on m'a bien fait comprendre. D'où je suis un peu en colère parce que je n'ai pas eu le droit de voter, moi. Même analyse du syndicat STIP AEP UNSA. S'il souhaitait un changement plus franc sur l'ensemble des communes, il dénonce aussi un vote biaisé. Je pense qu'il y a eu précipitation et en même temps manque d'anticipation. Je pense que si c'était à refaire, en tous les cas, il faudra tirer des leçons de ce vote démocratique qui est en soi pas tellement démocratique. La question du transport est aussi un enjeu majeur et les enseignants restent perplexes. Il y a un échec sur cette volonté de vouloir résorber la circulation du matin et du soir, puisque tout le monde n'a pas joué le jeu. Et l'avenir nous dira où ça bloque. À quelques semaines de la rentrée des classes, le ministère est donc loin du consensus sur les nouveaux rythmes scolaires. Tahia Chengtian, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous présidez la Fédération des associations des parents d'élèves. Vous êtes du même avis que Diana Yanko, secrétaire générale du syndicat STIP. Il y a eu un manque d'anticipation dans le vote des nouveaux rythmes scolaires. Oui, il y a eu un manque de concertation également. Je vais aller directement au vif du sujet. Il y a eu un manque de concertation. C'est-à-dire qu'on parle de la communauté de l'éducation, c'est des partenaires. Sauf qu'aujourd'hui, on ne nous a pas considérés comme de vrais partenaires. Tout le monde a été vu chacun de son côté, jamais réellement ensemble. Et ils ont tout à fait raison de dire que est-ce que c'est un vote démocratique réellement ? Non. En fait, on n'a pas vu les enjeux réels de ce vote-là. Les parents n'ont pas vu les enjeux réels de ce vote-là. Et les partenaires, tout ce qu'on aimerait bien au niveau de la fédération, que chaque partenaire prenne leurs responsabilités. Il est vrai que c'est la responsabilité des parents
parents. Mais à côté de ça, c'est quand même l'avenir de nos enfants. L'avenir de nos enfants, c'est les enfants de demain. C'est les enfants, c'est la société de demain. Donc, comment faire? Il faut que chaque partenaire, le ministère, le gouvernement, soient ensemble pour pouvoir bien discuter et aider nos familles à mieux budgétiser comme il faut aussi. Justement, ce que vous craignez, c'est donc que les parents soient démunis à la rentrée? Oui. Exactement. Comme je l'ai déjà dit, il y a des familles qui n'ont pas cette possibilité d'aller récupérer leurs enfants à 15h30, avant l'heure, quoi. Il y a des écoles qui terminent à 12h30 et l'après-midi, ils n'ont pas d'école. Qu'est-ce qu'on fait de nos enfants? A-t-on réellement pensé à nos enfants? Est-ce que des communes vont mettre en place des associations pour pouvoir justement soulager, mettre en place des activités culturelles, des activités sportives pour nos enfants? Là, si on fonctionne comme ça, c'est comme si on est en train de creuser aussi l'écart avec les différents foyers. Seuls ceux qui pourront se permettre vont pouvoir justement bénéficier de ça. Et ceux qui ne peuvent pas. Et la classe moyenne également. Comment on fait? Voilà. Et pour les transports, quelles seront les conséquences? Alors, on a mis en avant qu'en faisant ça, on va fluidifier la circulation. Mais à l'heure actuelle, si nous commençons à 7h30, vous avez bien regardé les numéros, vous avez bien regardé les horaires, 7h30. Mais où est-ce qu'on fluidifie? Où est-ce qu'on fluidifie? Ensuite, à côté de ça, comment fait-on avec les familles qui ne peuvent pas justement aller récupérer leurs enfants? Voilà. Tahia Changtian, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et nous ouvrons à présent notre page consacrée aux élections législatives. Focus maintenant sur le candidat Tavini de la première circonscription. Comme à ses deux collègues, il souhaite poursuivre le travail engagé au Palais Bourbon depuis 2 ans. Mais ce soir, Temat Elugaïk a mis son programme de côté le temps d'une interview. Son portrait est dressé par Emma Mathieu. Propulsé sur le devant de la scène en 2016, Temat Elugaïk a été récompensé pour être le plus jeune chef de troupe à Tohata. Quelques années plus tard, il œuvre dans le milieu associatif étudiant en parallèle de ses études dans l'Hexagone, mais la politique s'est imposée à lui comme une évidence. Pendant mes études à Paris, il y a eu un déclic dans le monde estudiantin. Pendant la période des années 2020-2022, l'après-Covid, il y a eu une grande prise de conscience de justice sociale, contre le dérèglement climatique. Et au niveau polynésien, il y a eu toute une vague de manifestations contre l'usure du pouvoir. Et tout ça a fait que je me suis rapproché du monde politique. En 2022, il devient le plus jeune député de la République. 1 an après, le Tavini Wir Atira remporte les élections territoriales et Temat Elugaïk décroche un siège à l'Assemblée de la Polynésie. J'ai fait le choix d'avoir également ce mandat local pour que la voix de l'Assemblée de Polynésie soit aussi portée à l'Assemblée nationale. Chaque semaine, je suis entre Paris et Tahiti. Toutes les semaines, je prends l'avion. Il y a des rendez-vous qui s'enchaînent, des réunions qui commencent à 2h du matin quand je suis sur Tahiti, sur Paris. Mais c'est un choix de vie que j'ai fait. La difficulté de l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a 577 députés et qu'il faut aller très vite. Parce que toutes les semaines, on a des séances. Le gouvernement impose son calendrier et il ne faut pas se faire prendre par cette machine administrative et politique. Et donc, très rapidement, il faut se spécialiser dans des domaines. Pendant ces 2 années de mandat, il s'est concentré sur les questions budgétaires et a été nommé rapporteur du budget Outre-mer. Temat Elugaïk compte bien poursuivre sur cette voie et reconquérir son siège à l'Assemblée nationale pour défendre les dossiers qui lui tiennent à cœur. Évolution statutaire et institutionnelle du FENUA, soutien aux fonctionnaires d'État polynésiens ou encore amélioration des crédits alloués à la Polynésie. Autre candidate du Tavini, mais dans la 3e circonscription, Myriana Red-Arbelot poursuit sa tournée au Raromat et à Préhouaïné. Elle s'est rendue à Taha, puis Eyatea pour présenter son programme, ses priorités et ses engagements. Roni Moufat nous en dit plus. C'est avec beaucoup d'émotion que Myriana Red-Arbelot retrouve sa famille, ses proches, ses amis et les partisans du Tavini à Eyatea. Un retour aux sources qui ne la détourne pas de ses priorités pour ce retour aux urnes. Alors je suis d'abord accueillie vraiment de façon chaleureuse. Les échanges sont fluides et je me rends compte qu'on sous-estime beaucoup la population.
ils sont au fait de beaucoup de choses et ils ont toujours des questions très affûtées et j'aime beaucoup. Dans cette campagne, Meriana est accompagnée par la ministre de l'Emploi, Vanina Krula, un soutien de taille pour défendre des amendements qui touchent les Polynésiens. Il y a eu des bonnes questions, beaucoup sur le nucléaire, qui est un de mes sujets phares, mais je souhaite aussi, quand je vais être élue, continuer tous mes travaux sur le changement climatique, les enjeux scientifiques d'un traité international de la haute mer, la préservation de la biodiversité marine. Ce travail qu'on a fait avec et un sujet un peu plus technique que je dirais sur la fonction publique de l'État. Donc on va se battre pour une pension civile plus juste, équitable pour les fonctionnaires d'État du Pacifique et en particulier des Polynésiens. L'accès aux déjà retraités d'un système informatique qu'on leur impose pour justifier l'octroi de leur retraite tous les ans. Lors de ce meeting, le public acquis à sa cause, composé de toutes les générations, a exprimé ses préoccupations et lui a confirmé son soutien. Après Raiatea, la délégation a poursuivi sa tournée vers Bora Bora. Meriana Arbelouf, Red Arbelouf, bonsoir. Bonsoir Davidson et bonsoir à toutes les Polynésiennes et les Polynésiens. Alors, je vous rappelle que vous êtes députée sortante et que vous vous représentez dans la 3e circonscription si vous êtes élu. Donc vous siégerez avec le Front populaire. Vous vous considérez comme de gauche ou est-ce avant tout pour faire barrage à Emmanuel Macron et à l'extrême droite de Marine Le Pen? Écoutez, je suis de sensibilité de gauche, bien sûr, et si ça peut faire barrage à l'extrême droite, ça me va très bien. Plusieurs candidats nous disent que pour agir, il faut faire partie de la majorité à l'Assemblée nationale. Quelle sera votre marge de manœuvre si vous gagnez à Tahiti, mais que la droite ou l'extrême droite l'emporte en France? Écoutez, nous avons fonctionné dans l'opposition depuis déjà 2017 avec le député Broderson qui est devenu notre président. Et ensuite, nous, avec mes collègues Steve et Temat Hay, nous avons fonctionné dans l'opposition et nos dossiers ont toujours abouti. Nous n'avons pas peur de fonctionner dans l'opposition. Il suffit de travailler et d'argumenter ces dossiers. Vous veniez de créer une commission sur la question nucléaire. Elle a disparu avec la dissolution. Avez-vous la garantie de pouvoir la relancer si vous êtes réélu? Alors c'est une situation quand même qui est inédite. La dissolution, ça s'est passé en 1997. Entre-temps, les procédures sur les commissions d'enquête parlementaire ont un peu évolué, ont changé. Donc je pense qu'on est un petit peu dans le flou. Ceci dit, avant de quitter l'Assemblée, lorsque j'ai fait le tour des bureaux pour dire au revoir, tout le monde m'a demandé de me représenter pour reprendre la commission d'enquête parlementaire. Je pense que ça sera, ça sera une de mes priorités, en tout cas dans le temps, quand je repartirai à l'Assemblée nationale, oui. Quel est l'intérêt de cette commission, justement, pour les Polynésiens, les vétérans du nucléaire, mais aussi à ceux qui n'ont pas connu cette époque? Eh bien, écoutez, cette commission d'enquête, elle a plusieurs objectifs. Je dirais, pour en choisir quelques-uns, retrouver tous les faits historiques, tous les contextes historiques pour comprendre ce qui s'est passé, pour aussi connaître les raisons du choix des sites, l'Algérie puis la Polynésie, pour connaître aussi, pour comprendre et connaître les niveaux d'information qui étaient donnés à la fois aux militaires, aux travailleurs sur site et à la population. Et parce que pour réconcilier les Polynésiens avec eux-mêmes, il y a beaucoup de non-dits aujourd'hui sur les personnes qui ont travaillé à Mururoa et qui se sentent plutôt auteurs ou collaborateurs des conséquences néfastes. Ça pourrait aussi être une base pour les mémoires? Ah oui, bien sûr. Il y a aussi un autre objectif de la commission d'enquête, c'est de pouvoir créer une mission, parce qu'en 6 mois, elle ne dure que 6 mois, on ne peut pas résoudre l'histoire qui s'est passée, l'histoire commune de ces 30 ans de nucléaire, mais la création d'une mission d'historiens et de scientifiques pour aller fouiller dans le passé et puis refaire notre histoire. Voilà. Vous avez aussi un autre combat, c'est la retraite des fonctionnaires d'État, n'est-ce pas? À quelque part défendre les plus favorisés. Alors non, parce qu'aujourd'hui, les pensionnés de l'État sont bien mal lotis et ils arrivent à ne plus fonctionner aussi aisément qu'avant. Et sachez quand même que les fonctionnaires de l'État
actifs ou retraités, souvent gravitent autour d'une famille plus élargie, puisque les enfants, les petits-enfants, comme c'est un revenu stable, eh bien, dépendent beaucoup de ces personnes. Et les pensionnés, avant 2018, pouvaient aussi embaucher quelqu'un pour des heures de ménage ou enfin faire des emplois de service, et ils ne peuvent plus aujourd'hui. Donc c'est quand même aussi une niche économique pour notre Fénois, qui n'existe plus aujourd'hui. Vous regrettez justement qu'il y ait une grosse perte pour ces fonctionnaires à l'heure de leur retraite? Absolument. En fait, avec le travail que j'ai fait sur le dossier, on s'est rendu compte rapidement avec mon cabinet que le droit commun n'était pas appliqué. Donc c'est tout ce qu'on demande à l'État, c'est d'appliquer le droit commun à traitement indiciaire, pension équivalente, exactement comme cela se passe en métropole. Il y a un autre volet sur lequel vous pouvez agir à l'Assemblée nationale, c'est l'impact du changement climatique. Que proposez-vous? Alors effectivement, j'ai fait plusieurs travaux à ce sujet. Donc depuis juillet, je militais quasiment pour l'inclusion de témoignages des témoignages d'outre-mer et particulièrement de Polynésie pour qu'ils soient annexés un mémoire que la France doit remettre à la Cour internationale de justice. C'est une demande de l'ONU pour que les États pollueurs remettent des mémoires dans le cadre de leurs obligations en matière de changement climatique. Donc ça a été un premier travail sur les témoignages. On en a recueilli pas mal et on les a donc transmis au ministère des Affaires étrangères qui va l'adjoindre aux mémoires de la France. Quel est le risque le plus immédiat pour la Polynésie? Eh bien, on le sait tous, l'augmentation du niveau de la mer. On est quand même, surtout au Tuamotu, des atolls avec 2 à 3 mètres d'altitude au maximum. Donc, l'atoll de Nauru procède déjà à un déplacement de ces populations. Il y a eu un accord avec l'Australie qui a légiféré pour accueillir des réfugiés climatiques. Il ne faut pas attendre ce moment-là pour réagir. Nous devons réagir maintenant. Et ça peut se défendre à l'Assemblée nationale? Bien sûr, parce que les déplacements de population, c'est tout à fait dans le giron de l'État. Et aussi, je parlerai aussi de transition écologique et de transition énergétique qui peut nous aider aussi à limiter peut-être les effets sur le climat. Voilà, donc ça aussi, c'est une compétence de l'État et nous travaillons là-dessus également. Mariana Redd-Arbelot, vous aussi, vous allez utiliser votre mandat pour parler d'indépendance? Alors, en fait... Pour défendre du moins l'indépendance. Vous savez, il ne faut plus avoir peur de l'indépendance. Et je dirais que lorsque j'ai remplacé le président Broderson, le regard a déjà changé en métropole. Il a déjà changé. Tous mes collègues, qu'ils soient ultramarins ou hexagonaux, ont un regard différent depuis que des parlementaires indépendantistes polynésiens ont été s'asseoir à l'Assemblée nationale parce qu'on a un discours apaisé, on a un discours construit et nous ne demandons pas l'indépendance bêtement. On veut construire notre pays, le développer et quand on estimera que ça sera possible, on demandera l'avis de la population. Voilà. Merci beaucoup, Mariana Redd-Arbelot, d'être venue, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Davidson. Elle a enterré la hache de guerre avec le Tapura pour faire barrage aux indépendantistes. Nicole Sanquer ne représente plus seulement Aheria Porinetia, mais toute l'alliance autonomiste Amuitato dans la 2e circonscription. Nous l'avons rencontrée à Paia. Après une courte pause photo et la traditionnelle prière, les militants de Amuitato se préparent à cheminer dans les quartiers de Paia. Si les réseaux sociaux sont un bon moyen de communication, rien ne vaut une vraie rencontre sur le terrain. Ce matin, c'est une matinée de rencontre avec la population, avec une distribution évidemment de notre programme et puis aussi un peu d'expliquer ce rassemblement pour que tout le monde comprenne et les enjeux de cette élection. Le groupe se départage en 8 groupuscules, selon le nombre de quartiers de Paia. Nicole Sanquer a choisi Papehue, son suppléant Artigas Hatitio
distribuent leur profession de foi à Orofero. Oui, il est à mes côtés depuis mercredi et nous tournons ensemble sur la circonscription 2. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, particulièrement comme c'est sa deuxième maison, Paella, donc il sera un grand soutien pour les équipes. Le groupe est composé d'une trentaine de membres. Il bat campagne dans la deuxième circonscription pour expliquer et rassurer. Aujourd'hui, avec ce rassemblement, il n'est pas uniquement sur le papier, on le voit dans chaque commune. Il y a les référents de tous les mouvements politiques autonomistes qui travaillent ensemble sur le terrain, qui vont porter le même message et surtout rassurer la population. L'union fait la force, c'est le nouveau maître mot de la plateforme autonomiste. Elle appelle au maintien du Fénois dans la République française. Les images étaient signées à Vaitiare à Nauta. Et nous refermons sur ce reportage notre page consacrée aux élections législatives. Il s'appelle Manoa Francis Patrick Tess Gebel. Et comme tous les bébés à TNTV, il est déjà d'une grande beauté. Ce petit garçon de 45 cm est le premier enfant de notre présentatrice Sophie Gebel, comme son prénom l'indique. Manoa, celui qui aime chanter, est né le 21 juin, jour de la fête de la musique. Il pèse 2,9 kg, se porte donc comme un charme et comble ses parents de bonheur. Toutes nos félicitations à Sophie et à son compagnon Christopher Tess. Ils étaient 1 millier d'élèves du conservatoire déçus hier soir. La pluie les avait empêchés de rendre hommage à John Mayer Hay. Mais ce soir, Nicolas Pérez, vous êtes en direct de Toata et le gala du conservatoire a bien lieu. Oui, bonsoir Davidson. Oui, effectivement, après un léger contretemps dû aux intempéries d'hier soir, le gala du conservatoire a bien lieu. Ça fait à peu près 1 heure que le spectacle a commencé. Vous voyez derrière moi, la prestation incroyable de ces élèves, comme vous avez dit, 1 millier d'élèves. Aujourd'hui sont présents. Les colliers de fleurs et autres costumes végétaux n'ont pas eu le temps de faner. Donc tout va bien, tout se présente bien. Et d'ailleurs, nous accueillons à l'instant Hiriata Brotherson, qui est chargé du développement culturel au sein du conservatoire. Alors Hiriata, ce soir ce gala, comme l'a dit Davidson, c'est avant tout un hommage à notre ami John Mayer Hay. Oui, tout à fait. Nous célébrons ce soir l'œuvre de John Mayer Hay au travers du rauti fénois et des oreros qu'il a écrits pendant ses années au conservatoire. On voit, comme chaque année cette démonstration de ces enfants qui sont âgés parfois de simplement 4 ans. C'est quand même une démonstration de force et c'est surtout une démonstration que la culture vit dans cette jeunesse, qu'elle est loin de s'éteindre Oui, nous accueillons plus de 1000 élèves cette année sur la place Toata et une grande majorité d'entre eux nous viennent des écoles puisque nous intervenons dans les écoles maternelles, primaires, dans les collèges et jusqu'au lycée. Merci Henrietta, c'était merveilleux, on va reprendre notre place. Merci au conservatoire de nous présenter chaque année ce spectacle culturel incroyable. C'était Nicolas en direct de Toata Davidson, voilà. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions. 10 projets pour la préservation de l'océan ont reçu chacun une enveloppe de 500 000 francs, un coup de pouce financé par la fondation Piu Bertarelli avec le pays en partenariat et avec l'AFAP. Cette année, les projets pédagogiques dominent. Le reportage de Matei à Toutaouai. Une trentaine d'initiatives ont été soumises pour cette 7e édition de l'appel à projet Rahoui. 10 d'entre elles ont été retenues. Elles viennent des 5 archipels. De l'art à la science en passant par l'éducation, l'étude des espèces marines comme le bénitier et le pétrel de Murphy, ces projets sont très divers. C'est donner la parole à chacun et mettre en valeur le travail que chacun fournit, ces femmes, ces hommes, ces enfants de Polynésie qui œuvrent pour leur océan, quoi. Parmi eux, 2 projets de Rahoui, un à Teveitoa, à Raiatea, et l'autre aux Australes. L'association Rahoui de Tourapé va reprendre son bâton de pèlerin, on va refaire des tournées dans les îles, on va reconsulter la population, et voir par rapport à ce projet qui était de Rahoui de Tourapé, donc la MP au large des Australes.
Sur les 10 projets retenus, 6 sont portés par des établissements scolaires ou des associations en faveur de la jeunesse. Et je pense que c'est un signe qu'ils souhaitent, ils partagent ces valeurs de soutenir les communautés, les porteurs de projets qui veulent protéger leur lagon. Et donc on est très content d'avoir ce partenariat qui s'instaure avec le gouvernement. Ouais. Cet appel à projet permet aussi et surtout la mise en commun des efforts et le partage des expériences. Et c'est l'heure de votre journal des sports avec un agenda bien fourni ce week-end. Et oui, Davidson, nous ferons la part belle au sport nautique avec du bataille, du va et du kayak, mais nous parlerons aussi de grappling et de basketball. C'est maintenant. La Tefana Surf Ski s'est tenue hier avec seulement 35 compétiteurs engagés de Tahiti et de Ayatea. Et les conditions météorologiques peu favorables au surf ont contraint la fédération à modifier son circuit de 28 km. Il est passé à 15 km entre Mahina et Taone. Et la chaleur n'a pas effrayé notre journaliste Andy Ebb en quête de ces belles images. Regardez. Au départ de la plage de Hitimahana à Mahina, les kayakistes et les Osiwan, des V1 à des rives, prennent le large. Ils découvrent le nouveau parcours. On a un vent du nord, on va tirer une ligne droite, on va aller au large. Comme ça, on pourra un peu surfer pour aller vers Taone. Voilà, 15 km. Très rapidement, le triple lauréat Hector Eno, champion de France d'Ocean Racing, fraîchement arrivé de métropole, prend la tête de la course pour ne plus la lâcher. Il démontre son niveau sur un plan d'eau qu'il découvre à peine. Direct dans le bain, c'est cool. J'espère qu'on aura de bonnes conditions aujourd'hui. Je suis là pour faire la course aussi, donc je vais quand même essayer de tirer sur la pagaie, donc me faire plaisir sur l'eau et puis on verra la suite. Je suis ici pour préparer les jeunes au championnat du monde en 2027. Donc il y a le championnat du monde et Jeux du Pacifique en 2027 et je suis là pour préparer, entraîner les jeunes pour que Tahiti ramène une médaille d'or, au moins une médaille d'or sur ces événements-là. Hector n'a pas failli à sa réputation de champion. Intouchable, il cueille la victoire sur un rythme soutenu. Charles Taillé et Jonathan Savigny sont au coude à coude pour la 2e et 3e place. Jonathan s'empare de la médaille d'argent. 3e au scratch, Charles Taillé est aussi le plus fort chez les vétérans. Chez les dames, Ilona Eichen arrive 12e au scratch. Pas facile, il fallait retrouver les repères sur le kayak. Ça faisait un moment que j'étais pas montée dessus, donc pas trop à l'aise au début, et puis ça revenait un peu à la fin. Mais bon, c'était sympa. Chez les jeunes, Atto Tupana s'impose en cadet et Noah Foucault-Brander domine chez les juniors. Content de ta course? Oui, c'est tout, c'est des collègues que j'ai l'habitude que j'ai terri. Hein. Bon. Si j'ai pas réussi à bien lire les vagues comparé aux collègues. Alors lui, il a réussi à mieux lire les vagues, à vite creuser l'écart. Satisfait de ta performance? Oui, quand même. Mais je peux faire mieux. En Osiwan, Johan Schulz a mis tout le monde d'accord et William Vogel chez les Sécontents. Et on continue avec du lourd, Et on continue cette fois-ci sur l'eau, mais avec du lourd. La VIP Race n'a pas déplacé les foules, mais elle a encore une fois mis au premier plan les rameurs de plus de 110 kg. Et hier à Fa, ils étaient 6 à prendre le départ du parcours de 6 km. Désiré Teivao les a suivis sur le plan d'eau. Plus d'une demi-tonne sur la ligne de départ de Veitupa. Les very imposantes paddleuses ont eu tout le lagon de Fa'a pour s'exprimer. Rapidement, le vainqueur de l'an passé, Teddy Teixeira, prend les commandes. À sa poursuite, Rudolf Mateha et Arihau Persin. Sur la remontée vers les sapins de l'aéroport, les rameurs bravent le vent. Dans ces conditions, Teddy Teixeira gère parfaitement ses efforts. Au demi-tour, il vire en tête avec toujours Mateha et Persin en 2e et 3e position. Sur le retour vers Veitupa, le leader lâche les chevaux. Teddy Teixeira boucle les 6 km en 28 minutes. Pas bien écrit mon départ. J'ai essayé de gérer et voir qui sont en tête. Bon, du coup, j'ai vu le copain qui a mené. Bon, après, j'ai essayé de tenir le coup et voilà, après, je l'ai doublé. J'ai bien surfé. Après, bon, je suis bien parti. Après,
J'étais venu jusqu'à la tête. Rudolf Mateja résiste au retour d'Arihau Persine et s'offre la deuxième place à plus d'1 minute du vainqueur. C'est nous deux qui avons commencé depuis les premières courses de VIP. Quoi. Ouais. Et à chaque fois j'arrive sur la deuxième marche et c'est toujours le copain en premier. Quoi. La remontée, ça a été difficile à partir du virage, quoi. Surtout au virage. Après il va falloir prendre un peu de vitesse. Après tu vois la remontée face à toi, ben, voilà quoi, c'est hot. Après c'est dans la tête, hein. Tout se joue dans la tête. Hein. Si cette édition de la VIP Race a peu mobilisé, pour les organisateurs, l'objectif reste le même. Parce que les VIP, ce sont les Very Imposant Paddlers. Nous, c'est plus de 100 kg sur la balance. Et nous, notre but, c'est de mettre en avant ces catégories qu'on ne voit pas forcément sur les autres courses du calendrier fédéral. C'est vrai qu'on est à plus de 110 kg, mais j'ai plein d'exemples où des personnes étaient à 110 kg, voire plus de 110 kg. Ils sont descendus et maintenant rament dans des grands clubs. Pour relancer son événement, Delano Flor promet des surprises l'an prochain. Le Heivatoire Maui a été lancé hier avec les courses de pirogue à voile. Une dizaine d'équipages étaient au départ de la Pointe Vénus. Et cet événement a réuni aussi bien les compétiteurs aguerris que les non-initiés. Une manière de faire découvrir l'art de la navigation, autrefois maîtrisé par le peuple polynésien. Un reportage. Sur le plan d'eau de la baie de Matavai, 11 bataillés engagés. Par manque de vent, les rameurs avancent à la force des bras. Ouais, ça a été que de la rame parce qu'il n'y avait vraiment pas de vent du tout. Mais voilà, il y avait le tahoe, bonne ambiance. On a été jusqu'au bout, on n'est pas arrivé dernier, donc top, que du positif. Donc aujourd'hui c'est un peu dur parce que ces pirogues avancent soit en surfant la vague, soit avec le vent ou soit la rame. Malheureusement aujourd'hui, n'ayant pas de vent ni de vague, c'est à la rame et c'est assez difficile parce que la pirogue n'est pas légère, hein, elle est assez lourde. Les conditions ne sont pas favorables pour faciliter la glisse, mais cette matinée reste conviviale, un moment de partage et de culture, à l'image de l'équipage Honora, la seule pirogue double de la compétition. Elle est composée en majorité de dames. Pour certaines d'entre elles, c'est une première expérience. Super bien passé. On a eu la chance d'avoir nos enfants avec nous aussi. C'est bien pour la transmission et leur apprendre au fait, les valeurs de notre culture. Pour une première fois, c'est génial. On était une bonne équipe, soudée et nos enfants étaient notre force, notre motivation. En hommage à son père Patrick Cowan, Matatia a décidé de réaliser le parcours en solitaire. C'est un peu plus galère que prévu là, première manche, mais ça va. Je m'attendais à ce que ce soit avantageux finalement dans ce camp, comme elle est plus légère, mais bon, du coup compensé, parce que tout seul, du coup, voilà, les autres sont plusieurs, les plus lourds, mais ils sont plusieurs, donc j'essaie de compenser d'une manière. Les passionnés des sports traditionnels se donnent rendez-vous le 11 juillet dans les jardins de Paofei pour l'incontournable course de porteurs de fruits. Et hier, à Marina, près de 250 combats se sont enchaînés sur les tatamis à de la salle Christian Elm lors de la Taverna Maui Cup. Cette compétition de jiu-jitsu brésilien était dédiée au nogi, c'est-à-dire les duels sans kimono. Et le soir, le public a pu apprécier une rencontre internationale entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande. Combatché. Le grappling, un mélange de lutte et de jiu-jitsu brésilien, une configuration qui se fait rare au Fénois et qui est pourtant très attendue par les combattants locaux. La compétition a rassemblé 20 clubs de Polynésie, soit 151 athlètes. En fait, on voit d'autres personnes, je pense, et d'autres clubs surtout, qui ne pratiquent pas le gi, en fait, qui viennent sur le no-gi, qui pratiquent le MMA. On a pas mal de clubs de MMA qui sont présents, comme Red King MMA, comme Monkey Fight aussi, voilà, pour citer cela. Mais en fait, ouais, ça fait un moment qu'on voulait faire avec eux, mais qui ne venaient pas sur le guide, notamment. Et donc, on est content de les avoir. Première compétition no-gi pour Hawaiki Tepa. La représentante du Team Millennium a fait preuve de technicité et de cardio. Après les 3 minutes de temps réglementaire, Hawaiki a dû chercher le point décisif dans les prolongations pour décrocher la victoire. Mais le no-gi, c'est bien hein, parce que comme il n'y a pas de kimono, du coup la transpi, ça nous aide à glisser, à passer partout, c'est top. Le goût de la victoire, c'est vraiment magique, on va dire. Parce que tu te rends compte que tu es fort dans un domaine et ça te donne envie de continuer. Et pour terminer en apothéose, 2 équipes de 5 combattants se sont affrontées. L'une représentant Tahiti Nui, composée d'athlètes de la presqu'île et des îles sous le vent, l'autre de Nouvelle-Zélande, avec des compétiteurs de l'académie de Carlson Gracie. Après avoir combattu en no-gi, ils devaient enchaîner avec le gi et une technique très différente.
À ce jeu-là, Tamato Temauri est le plus complet, il s'impose sur ces 2 duels. Bon, après, la tactique, c'est toujours fini par une soumission, mais après, s'il n'y a pas de soumission, on engage après les passages et tout. Par point, gagner par point, quoi. Cette rencontre s'est conclue par 5 victoires pour la Nouvelle-Zélande, 4 pour Tahiti et 1 match nul. Et on reste dans les sports de combat, mais avec du taekwondo cette fois-ci. Hier, s'est disputée la Coupe des Raromatei à Taha. 112 compétiteurs sur place, ils représentaient 10 clubs du Fénois à cette compétition organisée par le club de Taha et la fédération vient clore la saison. La journée s'est terminée par les rencontres par équipe mixte et au classement des clubs, Tahitian Martial Spirit se taille la patte du lion avec 15 médailles d'or. Et on enchaîne avec du basketball à égalité après les 2 premiers matchs des finales. Excelsior a repris vendredi l'avantage dans la série face à Aurei. Et oui, dans le match 3, les joueurs de la mission ont profité du manque d'adresse de leurs adversaires pour s'imposer sur le score de 77 à 66. Les temps forts avec Désiré Teivao. Les meilleurs ennemis du basket polynésien se sont livrés une nouvelle bataille. Pendant 3 quarts-temps, Aurei et Excelsior se neutralisent. Au moment d'aborder les 10 dernières minutes, les rouges et blancs de la mission ne mènent que de 3 points, 59 à 56. Dans le 4e carton, les joueurs de Tongnois sont en panne d'adresse. A l'inverse, Harry Maromeul et ses coéquipiers sont très adroits. Ils en profitent pour conforter leur avance. À 1 minute 30 de la fin du match, Excelsior compte 7 points d'avance. Aurei ne refera jamais son retard. Les visiteurs de la mission s'imposent 77-66. Ils auront l'occasion de conclure ces finales demain dans leur salle. C'est important de gagner, surtout que c'est pas facile. Déjà contre Aurei, qui est une très bonne équipe, qui a dominé cette année au championnat. Et en plus chez eux, c'est encore plus difficile de gagner. Donc cette victoire, c'est double bonus parce qu'on passe devant et en plus on récupère le match 4 chez nous, à Excelsior. Normalement, tu as l'avantage chez toi, mais là, cette série, il n'y a personne qui a gagné encore à domicile. On espère que ce sera nous lundi. L'équipe d'Excelsior a été beaucoup plus agressive défensivement. Nous, on n'a fait que subir là-dessus. On n'a pas pu les maintenir. Et puis, c'est dans notre salle, on n'a pas été adroit du tout. On le paye cash. On a quelques joueurs qui n'ont pas pu jouer comme Mawiro Pignan, avec un autre blessé. Donc, c'est difficile de tenir, quoi. Mais c'est le sport. On essaiera de faire mieux au prochain match. Il faudra leur rendre l'appareil chez eux. La semaine prochaine, pas de grand JT Sport. L'antenne sera entièrement consacrée aux législatives. On se retrouve tous en forme après la grille de vacances en septembre. Voilà, nous arrivons au terme de notre édition. Programme ce soir à Jojo Rabbit, suivi du match de l'Euro de foot entre l'Allemagne et la Suisse. Demain, c'est Athéna Milcam qui prendra les commandes du journal. Je vous souhaite une excellente soirée, une très très belle semaine sur Tahiti Nui Télévision. Et comme le veut la tradition, on se quitte avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée à tous. That's the game plan, I'm a higher man. Stingy, selfish, that's the game plan, I'm a higher man. Stingy, selfish, that's the game plan, I'm a higher man. BCD, high in the dark sky. This is Sting Crush, little